Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce vendredi 18 août. Il a été réélu le 4 août dernier avec près de 98% des suffrages exprimés. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains, dont le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, enregistre un excédent de 77 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016. Une structure toujours en excédent depuis la réforme de 2012, selon son directeur général. La Commission nationale des droits de l'homme attire l'attention de l'opinion sur la recrudescence des cas de viol, notamment sur des mineurs. En 2016, 109 cas ont été enregistrés et 60 cas en 2017. Au lendemain des attentats en Catalogne, l'Espagne entame 3 jours de deuil national. Selon les enquêteurs, les 2 attaques de Barcelone et Cambrils seraient liées, même si une seule a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Bienvenue dans le 20h. Le vice-président ivoirien a pris part ce vendredi à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Daniel Kablan-Duncan représente sur place le président Alassane Ouattara à Ouattouré. Le stade Amahoro de Kigali, théâtre ce vendredi 18 août d'une cérémonie riche en couleurs et très rythmée pour le président rwandais Paul Kagame, qui inaugure ainsi son 3e mandat. Réélu le 4 août avec près de 98% des suffrages exprimés, le président Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a représenté le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à cette cérémonie d'investiture. Dans son mot de bienvenue aux délégations présentes à Kigali, la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a indiqué que le Rwanda est un pays qui vient de loin, un pays qui s'est donné les moyens d'aller plus loin avec le président Paul Kagame. Le président Kagame qui a pour sa part salué la présence de ses frères et sœurs africains. Pour lui, l'Afrique a été aux côtés du Rwanda quand il en avait besoin et c'est avec fierté que le peuple rwandais va contribuer à la grandeur du continent. Au terme de cette cérémonie d'investiture, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est dit honoré d'avoir représenté le chef de l'État à Kigali. Nous avons transmis au président Paul Kagame les salutations et les félicitations donc, du président de la République. Et disons que nous avons échangé avec lui dans le sens de la prochaine réunion qui doit se tenir à Abidjan concernant le sommet Union européenne, Union africaine. Le président Paul Kagame a bien voulu nous confirmer sa présence effective lors donc, de ce sommet et nous a indiqué tout le bien aussi qu'il pensait de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous avons été très ravis d'être ici. Le Rwanda a changé totalement. C'est un pays qui est en pleine croissance économique, qui est en plein changement. Et sous l'égide du président Paul Kagame, c'est un pays donc, qui donne beaucoup d'espoir au niveau de l'Afrique parce que non seulement la croissance est forte, mais la modernisation se fait de manière rapide. Avec, comme vous avez pu voir, hein, donc des rues qui sont très propres. Vous avez pu voir, disons que les secteurs des TIC qui se développent fortement, l'agriculture, etc. Donc on a des champs de coopération qui vont donc se mettre en place. Et je pense qu'on va mettre en place la commission mixte, la grande commission mixte, et tous ces secteurs-là doivent faire l'objet d'un développement. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait pour accompagnatrice tout au long de son séjour la ministre de l'Agriculture, Géraldine Mukeshimana, a réitéré ses remerciements aux autorités rwandaises pour leur sollicitude. Le vice-président a quitté Kigali ce vendredi 18 août aux environs de 18h30 heure locale pour Abidjan.
Les travaux de bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu, frontière du Libéria, ont été lancés en octobre 2015. Ce sont plus de 29 milliards de francs CFA que l'État ivoirien et la BAD injectent dans cet ouvrage d'envergure. Pour un meilleur suivi des travaux, un comité de médiation et de suivi des travaux a été mis en place. F. Boué. Au cours de cette visite du chantier de bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu, frontière du Libéria, une première escale est marquée à la carrière située aux environs des villages de Blédi-Dieya et Yoya dans le département de Bloléquin. Ici, les membres du comité de médiation et de suivi des travaux, en compagnie des cadres, des élus, des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle et des diverses populations, s'imprègnent de visu des travaux en cours. Pour ces populations, le rêve est devenu enfin réalité. Avant là, on ne croit pas, mais aujourd'hui, on est très content. On sait que le courant va passer. C'est déjà réalisé. Je souris bien, je suis content. Après la carrière, cap sur la base du chantier à Diaïbli. Puis un arrêt important au pont de Saïbli, le lieu même qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux. Ce pont obsolète sera remplacé par un pont ultra moderne. Pour les élus et les cadres, c'est réellement une porte qui s'ouvre pour le développement de la région du Cavali. Il faut d'abord qu'il y ait cette route pour que les banques puissent s'implanter ici à Toulepleu. Le coût de la vie ici va être moins cher. Les cadres vont commencer à construire à Toulepleu. Avec la route qui sera effective, c'est nos produits vivriers que nous allons donc pouvoir délivrer à nos concitoyens. Avec cette route, Toulepleu aussi sera émergent. Les jeunes aussi pourront réaliser de grands projets pour leur avenir. Et pour un développement plus harmonieux, rien n'est oublié. Toutes les préoccupations concernant l'ensemble des populations impactées sont abordées à la séance de débriefing à la préfecture de Toulepleu. Quand on fait une route, il y a des dégâts collatéraux par exemple. On peut toucher des maisons, des habitations, on peut toucher des espaces sacrés. Donc le comité a pour vocation de recenser ces problèmes et puis de trouver les solutions les plus satisfaisantes possibles pour chaque partie. La réalisation de cet ouvrage d'envergure est une promesse du président de la République au cours de sa visite d'État dans le Cavali en 2012. Les travaux ont été lancés le 3 octobre 2015. Ce sont 65 km de route d'un coût global de 29 milliards 65 millions 395 602 francs CFA qui seront réalisés sous financement de l'État ivoirien et de la Banque africaine de développement BAD. À ce jour, selon l'AGEROUTE, maître d'ouvrage et l'entreprise d'exécution, l'avancement physique des travaux est de 10%. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, enregistre un excédent de 77 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016. Selon le directeur général, depuis la réforme de 2012, sa structure dégage toujours des excédents. Ami Sissoko. 77 milliards de francs CFA. Voilà l'excédent enregistré en 2016 par la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS connaît une bonne santé financière selon Denis Charles Kwasi, son directeur général. Les cotisations encaissées en 2016, environ 224 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 23%. Plus de 130 milliards dépensés pour les prestations sociales et 16 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. 2012, c'était 8 milliards d'excédents. 2013, c'était 33 milliards. 2014, c'était 45. 2015, 63. Et 2016, 77 milliards. Donc quand on cumule tous ces excédents, on a épongé totalement les déficits qu'il y avait eu par le passé. Les retraites sont à 111 milliards. Quand vous avez en face, en stock monétaire et financier, 220 milliards, ça veut dire que vous avez 2 années de sécurité de stock pour payer les retraites. Nous visons d'ici 3 à 4 ans atteindre au moins 4 années de réserve de sécurité pour les retraites. Les employeurs ont augmenté de 17% et les salariés de 32%. Face à la presse, le directeur général de la CNPS rassure. Les excédents vont servir à des investissements financiers et immobiliers. L'amélioration du niveau des prestations sociales ne sera pas en reste. Plusieurs projets sont en vue pour l'amélioration des prestations des salaires. Quand on dit qu'il y a des excédents, il ne faut pas qu'on croie que c'est de l'argent qu'il faut dépenser et tout de suite. Non, sinon on va compromettre les générations futures. Notre marche vers l'émergence, c'est de faire en sorte que les pensions soient revalorisées régulièrement pour qu'il n'y ait pas une perte d'achat. Nous avons aussi le projet de retraite complémentaire parce que ce que nous servons aujourd'hui représente maximum 50% du salaire d'activité.
Mais chaque travailleur aspire à avoir plus que cela. Nous visons 70% de remplacement des salaires. Les travailleurs indépendants au nombre de 10 millions seront très bientôt pris en compte selon le directeur général de la CNPS. Une manière de leur garantir une meilleure retraite. Les enjeux de la gestion des compétences au cœur des assises de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Un sujet d'autant plus important qu'il s'agit pour les entreprises d'une quête permanente de compétitivité, et ce, dans un environnement très concurrentiel. Le grand angle de ce 20h s'intéresse aux violences sur mineurs. Une fillette de 5 ans, victime d'agression sexuelle par un homme de 40 ans, a rendu l'âme à la suite des blessures liées à ce viol. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est rendue à la levée de corps ce vendredi. Maria Toukone est allée apporter le soutien du gouvernement ivoirien à la famille endeuillée. L'auteur de cette agression sexuelle a été arrêté. Il est en attente de son jugement. De 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire a enregistré un accroissement des cas de viol, en particulier sur mineurs. En 2016, 109 cas ont été enregistrés et 60 cas en 2017. Le dossier de ce soir est signé Delphine Blas. Des pas d'une mère pour dénoncer au bureau des femmes juristes au plateau le viol subi par sa fille. Il y a 3 de nos enfants qui ont été violés dans un établissement primaire. Ma fille était parmi ces 3 filles. Vous connaissez l'auteur du viol? C'est un vieillard de 65 ans. Pour plus de preuves, Dame Mama nous invite chez elle. C'est dans un établissement à Adjamé. La victime, sa grande fille est absente. Sa petite sœur, mais entre les jambes, est encore traumatisée. Le viol, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels non consentis avec une personne. La Commission nationale des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. Nous traitons en ce moment un père qui a abusé de sa fille et nous avons mené les actions. Le père a été arrêté, malheureusement il est mort en prison. Et cette petite fille, nous sommes en train de faire mains et pieds pour qu'elle soit prise en charge par des structures adéquates. Le cas de la jeune fille nous emmène à Daoukro. Le témoignage est touchant. La femme de mon papa est en voyage. Donc ce jour-là, mon papa m'a demandé comment je sors là. Il va chercher quoi dehors. C'est non quand je suis chez mes camarades. Donc il m'a dit c'est faux que comme je suis chez les garçons. Que ces garçons là, lui-même les garçons, qu'est-ce qu'il va chercher dehors là? Lui va me donner. Et puis c'est couché sur moi. Renié par la famille pour avoir dénoncé son père, mort en prison, Guylaine, nom d'emprunt, veut quitter Daoukro pour fuir les regards. Mais où aller? Pas de réponse. C'est notre fait. Cette autre jeune fille, violée par 3 personnes, tente dans la douleur de s'expliquer. Il y a trop mal. Un jour, j'avais une inauguration de maquis ici. Il y a vu un jeune, il m'a demandé, il t'a vu à longtemps. Donc il dit d'aller l'accompagner au peu de aller prendre quelque chose. Et puis il va venir m'accompagner. Et ça, on est parti. On est arrivé là-bas. Il y avait deux jeunes là-bas. Ça, ils m'ont attrapé pour aller me mettre dans leur maison. Son mari est toujours sous le choc. Il condamne. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. Ça continue de me marquer. J'ai pris la vie du bon côté. J'ai accepté de reprendre elle, de continuer avec elle. Et on est ensemble jusqu'à présent. Karine est en classe de 5e. Elle raconte son cauchemar. Je suis partie au marché. Je suis déposé manioc là à la maison. Là. En venant à la maison, le jeune m'a tapé. Il m'a fait du mal. C'était en pleine journée, il m'avait 11 à 14 heures. Sa famille, son seul soutien. Quand on allait voir le gynécologue, effectivement, il a été violé. On a fait son test au VIH-Sida, et à moi, ils ont donné le résultat. Tout le temps, elle m'appelle, dit papa. Elle a dit quand le professeur s'approche de moi, vraiment, j'ai peur. Recrudescence des cas de viol, les régions les plus touchées en Côte d'Ivoire sont les régions de Lifou, de la Bagoué et la ville de Béouin. La Commission nationale des droits de l'homme fait le point de la situation en Côte d'Ivoire. En 2016, nous avons documenté 109 cas.
ces cas ont été traités par les commissaires et ces personnes, les violeurs ont été tous identifiés et la plupart croupissent en prison. Pour l'année 2017, nous sommes à une soixantaine de cas qui s'est présenté à la commission que nous sommes en train de traiter également. Un tableau sombre, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire joue un rôle dans la prise en charge des cas. Les principes sur lesquels nous fondons, il y a la confidentialité. Nous, on reçoit tout le monde sans discrimination. Nous avons dans toutes les cliniques 498 cas qu'on a reçus. Les cas qui ont été reçus, il y a 135 cas qui sont abandonnés. Quand on dit abandonnés, les gens ne reviennent plus. Et il y a au moins 437 qui ont été devant les tribunaux. Et puis il y a 175 qui sont suivis par l'association. C'est-à-dire nous-mêmes, nous accompagnons les personnes. À Tekoubé se trouve le centre Pavios, centre de prévention et d'assistance aux victimes de violences sexuelles. Un centre spécialisé dans les cas de viol. Ici, le circuit de la prise en charge est connu. Ce circuit qu'on appelle circuit centre Pavios, où intervient le centre social, la police, les PMI. La finalité, c'est la justice pour que la suivante obtienne réparation. La prise en charge est totalement gratuite. Pour gérer les cas de viol, 9 commissariats ont été formés en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le 17e arrondissement de Yopougon, Niagon. Nous avons deux registres, un registre VBG et un registre enfant. Nous priorisons l'état de santé de la victime d'abord. Et donc après enregistrement, nous les référons à la structure sanitaire adéquate ou bien l'ONG qui fait les constatations et ces victimes-là nous reviennent pour le suivi sur le terrain si ils ont des préoccupations et autres. Des cas de viol sur mineurs donnent le vertige. C'est des fillettes qui ont été conduites par un jeune homme dans la forêt de Banco. Elles ont été violées 4 ans et 5 ans. Et à l'issue de ça, il a été surpris. Il avait même l'intention de commettre d'autres actes plus atroces, une boîte d'allumets, une paire de ciseaux. C'est une situation qui interpelle. Le viol est puni par l'article 354 du Code pénal ivoirien. Souvent, dans l'immense majorité des cas, les femmes violées ne portent pas plainte. Conséquence, nombre de violeurs sont donc toujours dans la nature. La Commission des droits de l'homme souhaite. Nous souhaitons qu'une réponse soit apportée lors de la révision du Code de procédure pénale. Le viol est considéré comme un crime dans le Code pénal, l'article 254. Le juge est obligé de requalifier. Souvent cela pas juste par rapport à la victime. Tantôt, le viol est requalifié d'attentat à la pudeur. Et le viol est un crime, or l'attentat à la pudeur est un délit. Ce qui fait qu'en requalifiant le viol d'attentat à la pudeur, on diminue ou on enlève une sévérité dans les peines. Le viol, il est passible de peines qui peuvent aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme, et donc c'est des infractions suffisamment graves. Or, l'attentat à la pudeur, il est moins sanctionné. Cependant, il faut indiquer que c'est parce qu'à un moment donné aussi, la cour d'assises qui connaît des crimes ne se tenant pas, les juges avaient estimé qu'il fallait juger plus vite les infracteurs et requalifier d'attentat à la pudeur. Il faut revenir à la sévérité. Mais en attendant, le viol reste une pilule difficile à avaler. Qu'est-ce qui explique les violences sexuelles? Quel est le profil du violeur? Nous avons rencontré un sociologue pour répondre à ces questions. Delphine Blas. Elle tente, tant bien que mal, de donner un visage à son violeur, à son agresseur. Un dessin parce que difficile d'obtenir des témoignages de violeurs. La plupart du temps, les violeurs ne reconnaissent pas leurs actes. Ils estiment qu'ils ont eu des actes consentis et donc il est deux fois difficile que ces personnes puissent venir témoigner pour dire que j'ai violé pour telle ou telle raison. Il est important également, en tout cas, de pouvoir essayer de trouver le profil des violeurs pour essayer de comprendre. Dresser le profil psychologique d'un violeur, c'est l'exercice auquel se soumettent les sociologues. Il y a le désarroi
qui peut amener les uns et les autres à poser des actes de viol. Il y a les situations de vengeance, n'est-ce pas, qui peuvent provoquer le viol. Ça peut être aussi une volonté, n'est-ce pas, de montrer sa puissance d'homme si c'est un viol sur une femme. Les situations rituelles, n'est-ce pas, ne sont pas à exclure. Et dans ce cadre, bien sûr, là, des personnes même qu'on ne pourrait même pas soupçonner, n'est-ce pas, se retrouvent à poser ces actes pour, n'est-ce pas, accomplir un certain rituel qui pourrait, n'est-ce pas, les amener à accéder à de la position sociale, en tout cas à atteindre leurs objectifs sociaux. C'est un auteur de viol. Ce monsieur, il a plus de 70 ans et il a violé plus de 8 enfants. 8 enfants, il a été interpellé, conduit en prison. Bon, malheureusement, il n'a pas supporté, mais c'était vraiment un cas atroce où il y a des mineurs de 4 ans jusqu'à 14 ans. Le violeur, c'est non seulement celui qu'on connaît, mais c'est aussi celui qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un à qui on est habitué. C'est aussi quelqu'un qui est de notre milieu, mais parfois quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, mais quelqu'un qui tente d'entrer dans notre intimité et d'avoir notre confiance et qui abuse à la fin de cette confiance. Comprendre le violeur, ce n'est pas l'excuser. Il y a des profils de violeurs très différents. Ce sont des hommes qui ont de gros problèmes de relation à l'autre. Tous les violeurs ont une stratégie qu'on peut identifier. Ils embrouillent l'esprit de leur victime et ils commettent l'acte, un acte condamnable. Et voilà pour le grand angle de ce soir. Dans le domaine de la sécurité, 16 présumés faussaires ont été arrêtés par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces individus spécialisés dans la fabrication de faux documents seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Les fins limiers de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée les présentent comme de véritables artistes. Ces 16 individus seraient spécialisés dans l'émission de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés dans la commune du Plateau avec en leur possession de faux documents administratifs, des faux cachets de magistrats, de commissaires de police, de maires, de préfets et de ministres. Et ils savent également imiter les signatures d'autres autorités de la place. D'après les enquêteurs, les faux documents qu'ils réalisent sont d'une qualité déconcertante. Des sésames falsifiés qui permettent de déjouer la plupart des contrôles. Ce sont des vrais imprimés qu'ils utilisent, mais les cachets nominatifs, les signatures et les cachets de ces services sont faux. Ils ont des cachets nominatifs qui portent le nom des autorités judiciaires, des autorités administratives et des autorités militaires. Que faire pour obtenir de vrais papiers administratifs? À cette question, le commissaire divisionnaire Bonaventure Adoumou indique la voie à suivre. Une tendance effectivement qui ne sait pas que ces personnes s'adonnent à la fabrication de faux documents. Cette tendance est de bonne foi. Les administrations judiciaires, civiles et autres, dans lesquelles on peut faire établir ces documents, qu'elles aillent là-bas dorénavant, au risque de se faire complices de ces faussaires-là. Ces présumés faussaires seront traduits devant les autorités judiciaires, où ils devront répondre de leurs actes. Élection des délégués de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La date limite des dépôts de candidatures est reportée au vendredi prochain. D'autres dispositions ont également été prises pour faciliter le processus. Le secrétaire général par intérim du RDR a entamé une tournée de sensibilisation et d'information dans le district de Yamoussoukro. Il a appelé militants et sympathisants du parti à se mettre en ordre de bataille pour le succès du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains. Abou Sanogo. Il s'est agi pour le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains d'échanger avec les militants du parti et donner des informations concernant le 3e congrès ordinaire du parti. Les militants venus de Tébissou, Didjevi et Atiegouakrou ont suite à l'appel à la mobilisation autour du congrès pris l'engagement de se rendre massivement à ce grand rendez-vous de leur parti. Yamoussoukro est déjà prêt mobilisé et nous allons annoncer très bientôt 3000 militants. On voit tous au congrès. Oui, bien sûr, Yamoussoukro sera présent. Les mots
prononcées par le secrétaire général ont galvanisé en tout cas tous les militants qui étaient dans la salle et sur cette base-là, on pense que nous aurons une belle fête. Amadou Soumaoro les a invités à l'unité et au rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara. Tout en encourageant l'union au sein du RHDP, il a souligné que le RDR sortira fort et uni de ce 3e congrès. Nous voulons montrer à l'occasion de ce congrès que nous sommes rassemblés et que nous sommes unis, unis au service de notre pays, unis autour du chef de l'État. Et le RDR, après ce congrès, veut jouer une pleine partition, disons, aux côtés de toutes les autres forces de la nation dans le processus du développement économique. Le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le thème du 3e congrès. Mais avant sa rencontre avec les militants, le secrétaire général par intérim du RDR, qui entend poursuivre sa tournée de sensibilisation et de remobilisation dans les autres villes du pays, est allé présenter ses civilités à l'imam central de la grande mosquée de Yamoussoukro. Mamadou Sangafoa Koulibaly, cadre du RDR, est lui aussi en tournée de mobilisation. Il était à Bangerville pour remobiliser la base du parti. Il s'est entretenu avec la jeunesse qu'il a entre autres rassuré de la prise en compte de ses préoccupations lors de ce congrès des 9 et 10 septembre prochains. Après 8 jours à Médine, les pèlerins ivoiriens se rendent par vagues successives à la Mecque, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ils vont y accomplir le Hajj et aussi le petit pèlerinage. Parga se reconnaît, envoyé spécial. Médine, il est un peu plus de 5 heures du matin, 2 heures heure d'Abidjan. Dans le hall de cet hôtel, ces pèlerins ivoiriens, tout de blanc vêtus, rangent leurs valises. Destination, la Mecque pour le Hajj et la Umrah, le petit pèlerinage. Après la vérification des passeports et le port des bracelets d'identification, cap est mis sur la mosquée Mikad, située à la sortie de la ville de Médine. Le Mikad, c'est l'endroit où nous allons prendre l'intention pour la sacralisation. Après l'intention, nous allons aller maintenant effectuer 2 rakats. La prière terminée, direction la Mecque. Au cours du voyage, des invocations à Dieu en vue d'accomplir avec quiétude l'acte d'adoration. Après plus de 450 km de route, les pèlerins ivoiriens, à leur arrivée à la Mecque, sont accueillis dans la liesse populaire. Ici, le pèlerinage va commencer bientôt et nous serons à côté de la mosquée sainte où se trouve la Kaaba. C'est un bonheur immense pour nous. Nous avons été chaleureusement accueillis effectivement par nos hôtes pour dire que rassurez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes bien pris en charge et donc nous sommes à vos côtés. À la veille de leur départ, les pèlerins ont été sensibilisés sur les rites du pèlerinage à travers une conférence autour du thème le Hajj, un comportement et un acte d'adoration. Le procès d'Aliou Mahama Touré a démarré ce vendredi à Bamako au Mali. Chef de la police islamique pendant l'occupation de Gao par les islamistes, il est notamment accusé d'avoir lui-même coupé les mains de voleurs présumés et d'avoir fouetté des femmes qui ne portaient pas le voile. Il interdisait aussi beaucoup de choses, notamment la cigarette, l'alcool ou encore la musique. Après les attentats qui ont coûté la vie à 14 personnes et fait plus de 100 blessés, le président ivoirien a adressé un télégramme officiel au roi d'Espagne. Il condamne ces actes ignobles et exprime la solidarité de la nation ivoirienne au peuple du royaume d'Espagne. Le président Alassane Ouattara a transmis ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. 3 jours de deuil national en Espagne au lendemain de ces attentats en Catalogne. Selon les enquêteurs, les 2 attaques de Barcelone et Cambris seraient liées, mais une seule a pour l'heure été revendiquée par le groupe État islamique. Gabriel Zani. Jour de recueillement ce vendredi dans la région catalane en Espagne. Un deuil provoqué hier jeudi sur les Ramblas par la course folle d'une camionnette qui a renversé sur son passage des personnes. Quelques heures plus tard, au cours de la nuit de jeudi à vendredi, une deuxième attaque selon le même mode opératoire, stoppée à Cambris, au sud de Barcelone. Les 5 passagers du véhicule sont abattus par la police catalane. Ce vendredi, l'une des 6 personnes blessées dans le deuxième attentat a succombé à ses blessures. Les attaques ont causé la mort d'au moins 14 personnes et blessé plus de 100 autres. Les autorités espagnoles confirment qu'il s'agit d'attaques terroristes. Quelques heures avant l'attentat à la camionnette des Ramblas, une maison a été soufflée par une explosion à Alcanar, au sud de Barcelone.
Elle pourrait avoir abrité la cellule logistique des attaques. Selon la police, l'attentat de Barcelone et l'explosion seraient liés. Le chef de la police catalane a indiqué ce vendredi que la police recherchait toujours l'homme qui conduisait le véhicule meurtrier de Barcelone. Il n'exclut pas qu'il fasse partie des 5 terroristes présumés abattus dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrise. Revenons en Côte d'Ivoire pour terminer avec l'élection des délégués de la MUJFC. La date limite des dépôts de candidature est reportée au vendredi prochain. D'autres dispositions ont aussi été prises pour faciliter le processus. Écoutons le président du comité électoral. Après analyse des difficultés qui ont été rencontrées sur le terrain, les retards qui ont été pris au début de la période de dépôt des listes de candidature, les difficultés pour certaines listes de candidats de déposer leur acte de candidature auprès des comités locaux et également certaines difficultés rencontrées pour l'établissement de diverses pièces administratives. Le comité national électoral s'est réuni hier et a pris un certain nombre de décisions qui ont été publiées sur le site de la MUJFC. Pour l'essentiel, ce qu'il faut en retenir, c'est que la durée de validité des attestations de présence ainsi que des casiers judiciaires recevables dans les actes de dépôt de candidature a été portée de 3 à 6 mois. Donc, la date limite de dépôt des candidatures qui était initialement fixée à ce vendredi 18 août a donc été reportée à vendredi prochain 25 août 2017. Mais ce décalage de la date de limite de dépôt des candidatures n'aura aucun effet, notamment sur la date de publication de la liste électorale et surtout sur la date du scrutin national qui reste et demeure fixée au 24 septembre 2017. Voilà, c'était là les précisions du président du comité électoral de la MUJFC. Et c'est cette intervention qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 20 h pour un nouveau journal chez RTI 1.